Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, à cette conférence consacrée à l'hypnose ericksonienne et à l'hypnothérapie. Et donc, durant cette soirée, j'aimerais aborder avec vous 5 questions qui me semblent les 5 questions élémentaires pour pouvoir appréhender et faire connaissance avec l'hypnose ericksonienne et l'hypnothérapie de façon intéressante et qui soit vraiment spécifique par rapport à ce que l'on peut attendre d'un point de vue thérapeutique de l'hypnose. La première question que je vais aborder ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique ? Et s'il y a bien quelque chose qui suscite la curiosité, qui peut même parfois provoquer des craintes ou susciter certains fantasmes, c'est la spécificité de l'état hypnotique. Et fort heureusement, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, tout principalement le développement des nouvelles technologies neurologiques, donc l'observation, les connaissances sur le cerveau, nous sommes en mesure de pouvoir décrire qu'est-ce que l'état hypnotique. Il y a encore des zones d'inconnu, il y a encore plein de choses à découvrir, et c'est ce qui fait que c'est encore passionnant. Et en même temps qu'il y a plein de choses encore à découvrir, eh bien, nous savons un certain nombre de choses tout à fait concrètes à propos de l'état hypnotique que je vais vous présenter et qui permettra de répondre ensuite à une deuxième question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique. Car parfois, l'hypnose, et plus d'une fois, j'anime des formations dans des hôpitaux, j'anime des formations auprès de médecins, de psychologues, d'hypnothérapeutes, et c'est vrai que parfois il y a un côté magique à l'hypnose. Comment ça se fait que, voilà, en faisant une séance ou 2 ou 3 ou 5, parfois 10, parce que parfois il faut plusieurs séances pour que les choses puissent commencer à changer, mais comment ça se fait que en si peu de séances, des problèmes qui semblaient complètement coincés depuis de nombreuses années commencent à se transformer et à changer. Et donc c'est cette deuxième question qui va être au programme de cette soirée, comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique. Et vous pourrez découvrir qu'à partir du moment où on connaît mieux les spécificités de l'état hypnotique, qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau, lorsqu'une personne est dans l'état hypnotique, alors il devient beaucoup plus facile de répondre à cette deuxième question, comment expliquer les effets bénéfiques de l'état hypnotique. Ce qui nous amènera tout naturellement à la troisième question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est quels sont les domaines où l'hypnose est utile ? Moi, j'aime bien avoir un côté, on va dire, très rationnel, très concret, très pondéré. Et si l'hypnose était la solution à tous les maux du monde, ça se saurait. Et donc, il est important de pouvoir déterminer quels sont les domaines où l'hypnose peut apporter une plus-value et quels sont les domaines où l'état hypnotique, l'hypnose, n'est pas la bonne stratégie, n'est pas la bonne approche à envisager. Et c'est également sur ce point-là que j'aimerais pouvoir vous informer ce soir sur les domaines où l'hypnose est réellement utile. La quatrième question que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir, c'est que peut-être que vous suivez cette conférence parce que vous vous demandez si l'hypnose peut être bénéfique pour vous, vous rencontrez des symptômes, des maux, des difficultés, et puis vous vous posez la question, mais est-ce que l'hypnose pourrait être une voie qui peut m'aider ? Et puis à travers mes réponses aux premières questions, vous pouvez être amené à vous dire, ben oui, peut-être que l'hypnose pourrait m'aider et j'aurais envie d'essayer. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, durant cette soirée, aborder une question qui me semble essentielle, c'est quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on recherche un hypnothérapeute. Malheureusement, c'est avec grand regret que j'observe qu'il y a malheureusement aussi des charlatans, des personnes qui ne sont pas formées, qui ne font pas les démarches de supervision, de suivi, de remise en question constante, qui ont appris l'hypnose dans des livres ou qui ont appris l'hypnose à travers des modèles qui sont dépassés aujourd'hui. Et il me semble vraiment extrêmement important de pouvoir vous donner quelques informations concrètes sur les points, pour moi, qui me semblent extrêmement importants dans les critères à évaluer lorsqu'on recherche un hypnothérapeute. Et puis, la dernière question que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est comment est-ce qu'on apprend à devenir hypnothérapeute ? Peut-être que vous suivez cette conférence
pas spécifiquement parce que vous souffrez de symptômes émotionnels ou de symptômes physiques pour lesquels vous cherchez une solution, mais plutôt parce que vous avez envie de vous réorienter professionnellement, parce que l'hypnose vous intéresse, parce que vous avez envie de vous développer personnellement. Et donc c'est sur cette dernière question que se terminera cette conférence. Comment apprend-on à devenir hypnothérapeute? Donc il est maintenant 20h10. J'imagine que nous sommes déjà bien tous présents. J'observe que nous sommes un peu plus de 130 à nous être réunis ce soir autour de cette conférence. Donc j'aimerais encore une fois vous souhaiter la bienvenue à cette conférence consacrée à l'hypnose ericksonienne et à l'hypnothérapie. Qu'est-ce que l'état hypnotique? S'il y a bien un mot qui suscite des réactions presque systématiquement, et c'est d'ailleurs une proposition que je fais assez souvent à mes étudiants, c'est aller dans la rue, ou même auprès de vos amis, auprès de votre famille, et puis vous leur demandez est-ce que vous connaissez le mot hypnose. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que au moins 99, 99 personnes sur 100, donc 99, 99% de la population connaît le mot hypnose. Et c'est quand même assez exceptionnel de se rendre compte que ce mot-là, qui est une technique hypnotique, une technique thérapeutique, est connu par près de 100% de la population. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est quand on demande aux personnes « Et pour vous, c'est quoi l'hypnose ?» Et là, on va commencer à avoir des réponses très très variées, parce qu'on a pu faire connaissance avec l'hypnose à travers un spectacle de cabaret. On a pu faire connaissance avec l'hypnose à travers une proposition que notre dentiste nous a fait pour soulager des symptômes, des douleurs au niveau des dents sans utiliser l'anesthésion. On a pu faire connaissance avec l'hypnose si on est une femme et qu'on s'est préparé à accoucher, qu'on a eu des enfants et qu'on nous a suggéré de faire de l'hypnose pour soulager les douleurs, pour se préparer à l'accouchement. Comme bien évidemment, on a pu, et c'est la très grande majorité des cas, faire connaissance avec l'hypnose à travers des émissions à grand public à la télévision, des émissions à grand spectacle à la télévision avec des phénomènes tout à fait incroyables. Et c'est cette image-là que l'on a de l'hypnose. Et c'est la raison pour laquelle ça me semble extrêmement important de savoir plus concrètement qu'est-ce que l'état hypnotique. Et ça, c'est un des grands privilèges que nous avons depuis une petite vingtaine d'années. Avant, nous n'avions pas les connaissances neurologiques, les connaissances médicales et les capacités technologiques pour observer ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain alors qu'il est dans l'état hypnotique. Capacité qui est aujourd'hui accessible. Aujourd'hui, grâce aux technologies d'imagerie médicale, aux IRM fonctionnels, aux PET scans et toutes ces différentes technologies extrêmement complexes, il est possible d'observer l'activité neurologique du cerveau humain alors qu'une personne est dans l'état hypnotique. Et grâce à ces observations, on a pu comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans le cerveau alors qu'une personne est dans l'état hypnotique. Et pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, il y a déjà une première chose importante à savoir. C'est qu'en fait, l'état hypnotique est un état complètement naturel. Cet état naturel, cet état hypnotique, eh bien, il se produit à plusieurs reprises dans notre quotidien sans même que nous nous en rendions compte. Je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. J'imagine que cela vous est déjà arrivé de vous coucher de façon à vous endormir, et puis vous vous endormez peut-être un peu plus lentement que d'habitude, et il y a tout à coup un moment particulier où vous savez que vous ne dormez pas encore, et en même temps, vous ne sentez plus vos jambes. Mais votre esprit est encore éveillé, vous pouvez encore entendre les bruits du monde extérieur, et vos jambes sont comme anesthésiées, comme déjà endormies. Eh bien, ça, c'est l'indication que vous êtes dans un état hypnotique. Phénomène que beaucoup de conducteurs de voitures rencontrent, c'est ce moment où vous conduisez votre véhicule, tout particulièrement sur une route monotone, ennuyeuse, ou une route que vous connaissez particulièrement bien, et puis tout à coup vous arrivez à un stop, à un carrefour, à un feu rouge, et puis vous vous dites dans votre tête, mais comment ça se fait? Je suis déjà arrivé là,
et l'impression que vous avez oublié une partie du parcours que vous venez de réaliser. Encore une fois, c'est un exemple de l'état hypnotique. Donc l'état hypnotique est un état parfaitement naturel qui se déclenche, qui se manifeste spontanément. La seule différence, c'est que quand on fait de l'hypnose, on cherche à créer cet état volontairement. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche à le créer volontairement qu'il ne peut se créer que volontairement. C'est un état qui se manifeste de façon tout à fait spontanée. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, cet état hypnotique se manifeste généralement dans deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque notre esprit est comme captivé par quelque chose. Un exemple assez simple, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'aller assister au spectacle d'un conteur, et puis le conteur commence à raconter son histoire, et si le conteur maîtrise son art, l'art de conter, l'art de raconter, eh bien au bout de quelques minutes, toute la salle qui est là réunie et qui vient écouter l'histoire que le conteur est en train de raconter, toute la salle est comme suspendue à la voix, suspendue aux lèvres du conteur qui conte son histoire. Et si cela vous est déjà arrivé, eh bien vous savez ce que cela fait de perdre conscience de la notion du temps. De tout à coup regarder votre montre et vous dire « Oh, ça fait déjà 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes ou 30 minutes que le conteur est en train de vous raconter son histoire alors que vous aviez complètement perdu la notion du temps. » Là encore, c'est un exemple d'état hypnotique tout à fait spontané. Un état où votre esprit a été comme focalisé, concentré, captivé par un stimulus particulier. Ça peut être la voix du conteur, c'est le fameux bon vieux pendule de l'hypnotiseur d'antan que vous deviez suivre de façon à pouvoir entrer dans cet état hypnotique. Et comme le bon vieux pendule bougeait constamment, vous n'aviez pas d'autre choix que d'être parfaitement concentré pour ne surtout pas le perdre de vue. Et le simple fait de concentrer votre attention amenait votre esprit à entrer tout naturellement dans cet état naturel qu'est l'état hypnotique. État hypnotique qui d'ailleurs peut se manifester lorsque notre esprit se disperse. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rêvasser, d'être assis dans un endroit ou même couché dans votre lit ou étendu au soleil, et puis votre esprit se met à rêvasser, vous entendez en même temps le chant des oiseaux, et puis vous sentez votre tête posée sur le sol, et puis vous entendez le son des vagues du lac, ce qui m'arrive assez fréquemment puisque j'habite au bord du lac, et le simple fait de laisser aller son esprit à se disperser et à rêvasser fait que, eh bien, vous entrez à nouveau spontanément dans cet état hypnotique. Et donc, cet état hypnotique est un état parfaitement spontané. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans mon cerveau, dans le cerveau de toutes les personnes qui entrent dans cet état hypnotique? La première chose qui se passe, c'est que vous savez probablement que votre cerveau est un appareil, entre guillemets, électrique. Votre cerveau établit un ensemble de connexions entre toutes les synapses de votre cerveau, connexions qui se font de manière électrique. Et donc, comme votre cerveau est un appareil, entre guillemets, électrique, votre cerveau émet des ondes, qu'on appelle les ondes cérébrales. Et vous pouvez savoir que lorsque on a besoin de mesurer les ondes cérébrales produites par le cerveau humain, eh bien nous nous rendons chez notre médecin, ou plus spécifiquement encore chez le neurologue, et à l'aide d'un appareil tout à fait approprié, le neurologue va mesurer la fréquence des ondes cérébrales. La machine va commencer à tracer des graphes qui permettra de déterminer quelle est la fréquence des ondes cérébrales présentes dans notre cerveau à ce moment-là. Et lorsqu'on est dans un état hypnotique, on observe une fréquence ou une catégorie de fréquences d'ondes cérébrales tout à fait spécifique. L'autre chose qu'on a pu observer, c'est qu'au moment où la personne entre dans l'état hypnotique, il y a une forme d'activité neurologique qui se manifeste dans son cerveau qui est unique. Une forme d'activité qui n'existe pas lorsqu'elle est éveillée. C'est-à-dire simplement active, comme là je suis en train de vous parler,
donc je suis concentré sur les mots que je vais prononcer, j'ai le fil rouge de ma soirée dans la tête, donc je suis concentré sur ma tâche, et je ne suis absolument pas à ce moment présent dans un état hypnotique. Si maintenant j'imagine me relaxer, respirer quelques fois profondément, fermer les yeux et me laisser aller, par exemple, à rêvasser, alors il y a de fortes chances que tout naturellement, mon cerveau entre dans un léger état hypnotique spontané. Et au moment où ce léger état hypnotique spontané se manifeste, alors une activité particulière va se créer dans le cerveau. Une activité qu'on peut parfaitement bien observer à l'aide d'un IRM. On reviendra tout à l'heure sur les particularités de cette activité neurologique et surtout sur les possibilités tout à fait passionnantes qu'offre cette activité neurologique. Ce que l'on peut également observer, qui est particulier à l'état hypnotique, c'est que les perceptions sensorielles sont modifiées. On ne sait pas vraiment si c'est lié aux fréquences des ondes cérébrales, est-ce que c'est lié à l'activité neurologique particulière qui est présente dans le cerveau. La seule chose qu'on sait, c'est que dans l'état hypnotique, nos perceptions sensorielles sont modifiées, altérées. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient inconscient. Ça veut simplement dire qu'on reste conscient de ce qu'on peut sentir, on reste conscient de ce qu'on peut entendre, on reste conscient de ce qu'on peut voir, on reste même conscient de ce qu'on peut sentir et de ce que l'on peut goûter, sauf que nos perceptions sensorielles sont altérées. J'évoquais tout à l'heure le scénario du conteur, vous êtes assis dans la salle, vous assistez au spectacle, ça pourrait très bien se faire d'ailleurs au cinéma, vous êtes comme captivé par le film, comme captivé par l'histoire que le conteur est en train de vous raconter, et tout à coup vous regardez votre montre et vous vous rendez compte qu'il s'est déjà écoulé 30 ou 45 minutes. Eh bien, cette perte de notion du temps est une caractéristique de l'état hypnotique. Presque toutes les personnes qui entrent dans l'état hypnotique voient leur perception du temps qui s'écoule modifiée. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Là, je viens d'évoquer l'idée qu'on ne voit pas le temps passer et tout à coup on regarde sa montre en se disant « Oh mon Dieu, il s'est déjà écoulé 20 minutes ou une demi-heure », mais le scénario opposé peut tout à fait bien se manifester. On peut avoir l'impression qu'il s'est écoulé 10 minutes alors qu'il ne s'est écoulé que 3, 4, 5 minutes. Donc cette altération de la perception du temps est une des caractéristiques de l'état hypnotique. Cette altération de la perception sensorielle, vous l'imaginez bien, est extrêmement utile lorsque je travaille avec des personnes, ici dans mon cabinet en tant qu'hypnothérapeute, qui souffrent de douleurs chroniques. Car c'est un des domaines d'application de l'hypnose, c'est la gestion des douleurs. Et grâce à l'altération des perceptions sensorielles possibles, grâce à l'état hypnotique, les sensations physiques sont altérées et donc il est possible de diminuer les perceptions sensorielles, donc diminuer la douleur. Nous verrons un petit peu mieux tout à l'heure comment cela se manifeste et surtout comment on peut réussir à diminuer le niveau de douleur perçu par la personne. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de l'état hypnotique. Si vous avez téléchargé le document que je vous ai invité à télécharger, que j'ai mis à votre disposition, vous avez un document qui s'intitule « Les ondes cérébrales » et ce document résume ces différentes ondes cérébrales que l'on peut répartir en 4 catégories. Et là, j'ai préparé un document qui résume bien les 4 catégories des ondes cérébrales disponibles. Il y a ce qu'on appelle les ondes bêta, qui sont les ondes cérébrales correspondant à notre activité neurologique alors qu'on est actif. Si maintenant j'avais un électroencéphalogramme branché sur ma tête et qu'on mesurait la fréquence de mes ondes cérébrales, du fait de l'activité neurologique nécessaire pour animer cette conférence, j'ai des ondes cérébrales bêta qui seraient enregistrées, tout simplement parce que je suis concentré, actif, et que mon cerveau a besoin d'être rapide et performant pour pouvoir organiser ma pensée et préparer les phrases que je suis en train de formuler. La deuxième catégorie d'ondes cérébrales, correspondant au signe alpha, c'est la catégorie d'ondes cérébrales correspondant
à une sorte de rêvasserie légère. C'est le moment où on se pose, on respire quelques fois et on ferme quelques instants les yeux. Il n'y a pas besoin de les fermer de longues minutes, il suffit de respirer quelques fois, de relâcher très légèrement son corps, de fermer les yeux pour que, automatiquement, les ondes alpha commencent à se manifester dans le cerveau. Donc notre changement d'état intérieur, notre changement d'état de concentration se mesure par une variation de la fréquence de nos ondes cérébrales. Ensuite, ici, on a les ondes cérébrales appelées θ, qui sont des ondes cérébrales correspondant à un état plus profond de relaxation. On est encore éveillé, on n'est pas encore endormi, donc nos sens sont encore actifs, on peut encore voir, on peut encore sentir, on peut encore goûter, on peut encore sentir avec notre nez, mais notre état est de plus en plus profondément relâché et de plus en plus proche du sommeil. Et encore pas tout à fait du sommeil, parce qu'une des caractéristiques du sommeil, c'est de perdre une grande partie de nos perceptions sensorielles. Alors que dans des ondes cérébrales θ, on a encore des perceptions tout à fait concrètes. Et puis, la quatrième catégorie d'ondes cérébrales, c'est ce qu'on appelle les ondes delta, et ce sont les ondes cérébrales mesurées lorsque nous dormons, et tout particulièrement durant la phase de sommeil profond. Lorsque nous sommes dans la phase de sommeil paradoxal, qui est la phase des rêves, eh bien, on observe une augmentation de l'activité neurologique. Et lorsque ces rêves deviennent plus conscients, il y a des petites pics comme ça qui remontent avant de revenir dans les ondes delta. Donc, on peut observer que les variations de notre état de conscience se mesurent par une variation de nos ondes cérébrales. Maintenant, où se trouve l'état hypnotique ? Eh bien, l'état hypnotique se trouve à cheval entre les ondes alpha et les ondes θ. Lorsque la fréquence de nos ondes cérébrales se trouve dans cette zone, nous sommes tout naturellement dans un état hypnotique. Si la rêvasserie est légère, donc l'état hypnotique léger, on aura davantage des ondes alpha actives. Et si l'état hypnotique, la rêvasserie est plus profonde, si on est plus proche du sommeil, on sera dans un état hypnotique plus profond, et un état hypnotique plus profond correspondra à des ondes θ. Donc on peut observer que l'état hypnotique est parfaitement mesurable et observable à l'aide de la fréquence des ondes cérébrales. Donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait courant, que l'on peut mesurer avec la fréquence des ondes cérébrales. En médecine, l'état hypnotique porte un nom, c'est l'état de conscience modifié. Et j'aime bien le terme médical parce qu'il permet de mettre de côté un présupposé très souvent erroné que l'on a à propos de l'hypnose. Lorsque je reçois des patients ici dans mon cabinet, très souvent, une des craintes, une des peurs qu'ils ont à propos de l'hypnose, c'est de perdre conscience, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, comme si l'état hypnotique était un état d'inconscience. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'état hypnotique n'a absolument rien d'un état d'inconscience. L'état hypnotique est un état de conscience modifié. Cela veut dire qu'on reste conscient et que l'on est conscient différemment. Comme je viens de l'évoquer, nos perceptions sensorielles peuvent être modifiées et on reste conscient de nos sensations. Alors que quand on dort, on n'est pas conscient de nos sensations. Exemple tout simple, vous savez très bien que plusieurs fois par nuit, vous bougez, vous vous retournez dans votre lit dans un sens et dans l'autre, et lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, vous n'avez pas la moindre conscience du nombre de fois où vous êtes retourné, du nombre de mouvements que vous avez fait dans votre lit. Tout simplement parce que vous êtes dans l'état de sommeil, et dans l'état de sommeil, vos perceptions sensorielles sont très très altérées, même tellement altérées qu'elles sont endormies. Alors que dans un état hypnotique, vous restez constamment conscient. Et ce qui va être intéressant, et c'est ce que l'on va explorer maintenant, c'est que dans l'état hypnotique, en fait, le cerveau se contrôle lui-même d'une façon nettement plus performante qu'à aucun autre moment. Et ça, c'est le grand mythe à propos de l'hypnose qui est tombé il y a une petite dizaine d'années.
Si vous avez le document sous vos yeux, je vais vous inviter, vous suggérer de prendre ce document-là qui décrit la structure du cerveau. Ce document nous permet de découvrir que le cerveau humain est composé de 3 couches, de 3 grandes parties qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a d'abord ce que l'on appelle le cerveau reptilien. Et comme son nom tend à le laisser supposer, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de nos instincts, le cerveau archaïque, ce cerveau qui va être présent jusque dans la moelle épinière. Un exemple concret de la façon dont se manifeste votre cerveau reptilien, vous avez peut-être déjà fait l'expérience chez le médecin, vous devez mettre votre genou, donc votre jambe, dans le vide, et puis le médecin, à l'aide d'un petit marteau, va frapper sur votre genou et vous allez voir votre jambe qui va se lever comme cela de manière complètement instinctive sans même que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. Cela porte un nom, on appelle ça l'arc réflexe, et l'arc réflexe est logé, géré par le cerveau reptilien. Donc c'est le cerveau de nos instincts. Ce cerveau reptilien est ensuite imbriqué dans une autre dimension du cerveau, dans une autre partie du cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est particulièrement intéressant lorsque l'on s'intéresse à l'hypnose. Pourquoi est-ce que le cerveau limbique est particulièrement intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'hypnose? Eh bien, parce que le cerveau limbique est le cerveau qui gère nos émotions. Toutes nos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie et toutes les déclinaisons de ces 4 émotions de base sont gérées par cette zone de notre cerveau, qui est le cerveau limbique. Autre information tout à fait intéressante, lorsque l'on cherche à comprendre comment fonctionne le cerveau et quels sont les liens possibles entre les émotions et les symptômes physiques, c'est de savoir que le cerveau limbique est le siège neurologique du système immunitaire. Ce système qui est chargé de vous protéger contre les pollens, de vous protéger contre les bactéries, de vous protéger contre les virus, qui est chargé aussi de cicatriser votre peau, de régénérer vos cellules. Ce système qui est le système immunitaire a son siège neurologique dans la même zone que vos émotions. Et c'est la raison pour laquelle on peut parfois observer des altérations, des dysfonctionnements du système immunitaire lorsque des personnes vivent des événements émotionnels intenses. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, cela est simplement lié au fait que, au niveau de la localisation dans le cerveau, la zone du cerveau qui gère les émotions est la même que la zone du cerveau qui gère le système immunitaire. Et des émotions intenses peuvent engendrer des perturbations au niveau du système immunitaire. Et on voit au-dessus du cerveau reptilien et du limbique, le cortex qui enveloppe tout ça. Le cortex qui est la dernière zone du cerveau à s'être développée au fil des années de l'évolution humaine. Cortex qui d'ailleurs était beaucoup plus plat chez nos prédécesseurs. Si on prend la boîte crânienne des hommes de Cro-Magnon, on observe qu'ils avaient un front qui était beaucoup plus plat que le nôtre. Et ce front beaucoup plus plat était simplement lié au fait que leur cortex était plus petit que le nôtre. Et qu'au fil des milliers d'années de l'évolution de l'espèce humaine, la forme de nos boîtes crâniennes s'est transformée de façon à pouvoir permettre à ce cortex de gagner en volume. Cortex qui est le siège de la raison, de la capacité à analyser, de la capacité à identifier les liens de cause à effet. Si je prends un exemple tout simple, sans votre cortex, il vous serait complètement impossible de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Lorsque vous cuisinez, vous mettez de l'eau à cuire sur votre cuisinière, vous tournez le bouton de la cuisinière, et c'est à l'aide de votre cortex que vous choisissez sur quel chiffre vous devez tourner le bouton de votre cuisinière. Vous anticipez, vous analysez les conséquences que votre choix aura. Et ça, votre cerveau reptilien est complètement incapable de le faire, votre cerveau limbique est tout aussi incapable de le faire. Ce que vous avez besoin pour contrôler vos actes,
tout ce dont vous avez besoin pour écrire, pour parler, pour communiquer, pour échanger, pour prendre des décisions, pour analyser, une grande partie de ces fonctions sont assurées par votre cortex. Et en même temps, comme ce schéma l'illustre bien, tout est imbriqué. Il est impossible au cortex de fonctionner sans le cerveau limbique. Il est impossible au cerveau limbique de fonctionner sans le cerveau reptilien. Ces trois couches sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Et on observe que les émotions vont influencer nos choix. Et la manière dont notre cortex fonctionne va être modifiée en fonction de notre émotion. Et si j'ai une émotion de joie, ma capacité à gérer les situations sera différente que si je ressens une émotion de peur. Donc le cerveau limbique et les émotions générées par le cerveau limbique vont modifier l'activité de notre cortex. Alors pourquoi est-ce que je vous explique la structure du cerveau? Eh bien, pour comprendre la raison pour laquelle je vous explique la structure du cerveau, il faut prendre le deuxième document que je vous ai mis à disposition. Ce deuxième document représente à nouveau le cerveau. Ici, voilà. Donc on retrouve notre cerveau avec à l'intérieur le reptilien qui descend jusque dans la colonne vertébrale, ici le limbique et tout le cortex qui enveloppe le limbique et le reptilien. Et nous avons 5 sens. Nous ne pourrions pas être en contact avec le monde extérieur sans nos 5 sens. Vous ne pourriez pas assister à cette conférence si vous n'aviez pas des oreilles pour entendre et éventuellement des yeux pour voir. En l'occurrence ici, il est plus important d'avoir des oreilles que des yeux. Il y a d'autres circonstances, d'autres contextes où les yeux auront une prédominance. Et on peut se rendre compte de combien cela peut être exigeant de devoir vivre avec un sens en moins. Et donc nous avons 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, avec le nez, la bouche, pour le goût, et la colonne vertébrale qui représente la sensation du toucher. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de se rendre compte que ces 5 sens sont tous reliés à notre cerveau reptilien. Donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez avec votre nez, tout ce que vous goûtez avec votre bouche, tout ce que vous ressentez à travers votre corps, vous le recevez, l'information sensorielle est reçue d'abord par votre cerveau reptilien. Après avoir traversé votre cerveau reptilien, cette information sensorielle va être gérée par votre cerveau limbique. Si l'image que vous voyez pour votre cerveau limbique est synonyme de danger, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre cerveau limbique va déclencher l'émotion qui permettra de vous protéger de ce que votre limbique a considéré comme un danger. Et quelle est l'émotion déclenchée par le cerveau limbique lorsque il interprète ce que vous venez de voir comme un danger? La peur. La peur va être déclenchée par votre cerveau limbique de façon complètement instinctive et automatique au moment où l'information est traitée par votre cerveau limbique. Et c'est seulement ensuite que cette information arrivera jusqu'à votre cortex. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, ce que vous entendez à travers votre oreille, ou cette image que vous voyez à travers vos yeux, vous recevez cette information et vous traitez cette information d'abord avec votre cerveau reptilien, ensuite avec votre cerveau limbique et finalement avec votre cortex. Ce qui implique donc que vous réagissez d'abord émotionnellement avant de réagir raisonnablement. Alors vous allez me dire, oui mais quand je ressens une émotion, quand je suis face à quelque chose qui me fait peur ou qui crée en moi de la colère ou de la tristesse ou de la joie, j'ai la capacité ensuite de reprendre le contrôle sur mon émotion et de me calmer ou de me raisonner. Oui, pour une raison toute simple, c'est que dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de feedback et votre cortex est capable de réenvoyer des informations dans votre système nerveux, informations qui vont reprendre le même cheminement que ce que je viens de vous décrire. Et donc, imaginons, je suis en train de me promener. Mes yeux voient un objet particulier, objet que mon cerveau limbique instinctivement interprète comme un danger. Automatiquement, je ressens de la peur qui se réveille dans mon corps.
L'information arrive à mon cortex. Mon cortex analyse l'image que je viens de voir. Et après avoir analysé l'image que je viens de voir, l'objet que je viens de voir, j'en déduis que ce n'est pas un objet dangereux. Donc je vais pouvoir me réassurer tout simplement parce que mon cortex va réenvoyer l'information et la sécurité en quelque sorte dans le cerveau limbique. Donc il y a un phénomène de boucle de feedback qui permettent de calmer nos propres émotions. En même temps qu'il me semble extrêmement important de garder à l'esprit que nous réagissons d'abord émotionnellement avant de réagir raisonnablement à une situation. Et si la peur est particulièrement intense, et une peur très très intense est ce qu'on appelle une phobie, eh bien on va se rendre compte que le limbique va déclencher une peur tellement intense que le cortex est dans l'incapacité de rassurer le cerveau limbique. Il y a comme une sorte de court-circuit qui se manifeste, et quand ce court-circuit se manifeste, la personne est comme guidée par son cerveau limbique et avec l'incapacité de se rassurer raisonnablement. Raison pour laquelle, si vous souffrez d'une phobie, il vous est comme cela difficile de vous rassurer parce que l'émotion, la peur déclenchée par votre cerveau limbique est tellement intense que vous n'arrivez pas raisonnablement à vous rassurer et à vous calmer. Maintenant que je viens de vous expliquer tout cela, qu'on vient de voir que l'état hypnotique se manifeste sous la forme d'une variation des ondes cérébrales, que l'on vient de voir que le cerveau est organisé en couches avec le reptilien, le limbique qui enveloppe le reptilien, le cortex qui enveloppe tous les deux autres, le limbique et le reptilien, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans tout cet ensemble d'éléments qu'est votre cerveau lorsque vous êtes dans l'état hypnotique. Eh bien, il se passe quelque chose qui a beaucoup surpris les neurologues et les chercheurs qui ont observé des personnes qui se trouvaient dans l'état hypnotique. La grande surprise, c'est que on croyait que dans l'état hypnotique, la personne dormait. D'ailleurs, le mot hypnose est synonyme du dieu grec. Hypnos est le dieu grec, le dieu du sommeil. D'ailleurs, qui a eu une fille qui est le père de Morphée, sa fille. Donc, le mot que l'on a donné à cette technique, l'hypnose, est un mot qui signifie sommeil. Parce que tous les signes extérieurs, lorsqu'on voit une personne dans un état hypnotique, elle peut vraiment nous donner l'impression de dormir. Sa respiration est particulièrement calme, tranquille, ses yeux sont pas toujours, mais le plus souvent fermés. Même si ses yeux sont ouverts, elle a le regard un peu vide, un peu comme hagard, comme si elle était absente, comme si, à l'intérieur, elle dormait. Raison pour laquelle on a appelé cet état particulier hypnose. Alors qu'en réalité, lorsqu'on observe ce qui se passe dans le cerveau, alors que la personne est dans l'état hypnotique, c'est tout le contraire qui se passe. Et c'est pour ça que c'était très très surprenant. C'est qu'en fait, dans l'état hypnotique, il y a une forme d'hyperactivité dans le cerveau. Et pas n'importe quel type d'activité. Une activité neurologique qui permet au cerveau de se maîtriser lui-même, de se contrôler lui-même. C'est comme si dans l'état hypnotique, une part du cerveau se réveillait, alors qu'une part de la personne nous donne l'impression de dormir, comme si une part du cerveau se réveillait, et cette part du cerveau qui se réveille devient capable de contrôler les émotions, devient capable de contrôler les signaux du corps. Et ça a été tout à fait intéressant pour les médecins et les spécialistes de la douleur, car depuis longtemps, on savait que l'hypnose pouvait marcher pour faire de l'anesthésie ou pour gérer des douleurs, mais en médecine, ce qui est tout à fait légitime, on veut être capable d'expliquer. Parce que c'est bien beau de dire, bon, si on fait de l'hypnose, vous sentez plus rien. Oui, mais pourquoi vous sentez plus rien? Et aujourd'hui, on est capable de répondre à cette question. La personne ne sent plus rien parce que dans l'état hypnotique, son cerveau est dans un état spécifique. Et dans cet état spécifique, le cerveau est capable de se contrôler lui-même et de ne plus réagir à certains stimuli qui viennent du corps. Si je prends un exemple tout simple, j'ai ici mon doigt. Imaginons maintenant que je prenne un ciseau et que je coupe une toute petite partie de mon doigt. Qu'est-ce qui va se passer?
les cellules nerveuses sensorielles qui sont là présentes dans la peau de mon doigt de la main droite vont envoyer des informations jusqu'à mon cerveau pour dire « Ah, attention, douleur !» parce qu'il y a une blessure qui s'est manifestée à l'extrémité de ce doigt. Donc l'influx nerveux va automatiquement arriver à mon cerveau, et c'est mon cerveau qui va réagir, et si mon doigt était posé sur une source de chaleur, sur une allumette ou sur une bougie, eh bien automatiquement ça me permettrait d'enlever ce doigt pour me protéger de la douleur générée par la flamme de la bougie par exemple, ou par le ciseau, par le couteau, par n'importe quoi d'autre. Tout simplement parce que le cerveau ne se contrôle pas lui-même, il réagit automatiquement. Si maintenant, ce doigt, il a besoin d'être recousu, il a une coupure assez profonde et je n'ai pas d'anesthésiant. Et je veux utiliser l'hypnose pour pouvoir anesthésier ce doigt de façon à pouvoir faire les points de suture adéquats qui permettront à ce doigt de se régénérer, de se guérir, de se cicatriser de manière adéquate. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entrer dans un état hypnotique. Donc mon cerveau va entrer dans un état hypnotique. Au moment où mon cerveau entre dans l'état hypnotique, le cerveau développe cette capacité à se contrôler lui-même. Et grâce à la capacité à se contrôler lui-même, il va choisir d'ignorer les stimuli neurologiques qui arrivent. Donc le doigt va continuer à envoyer l'information comme quoi c'est douloureux, mais le cerveau choisit consciemment d'ignorer ces signaux neurologiques. Et en choisissant de les ignorer, eh bien, je ne ressens plus la douleur. La douleur, elle est perçue au niveau de mon cerveau, au niveau du siège de mon système nerveux. Lorsque mon cerveau choisit, en quelque sorte, inconsciemment, en état hypnotique, de ne plus réagir à tous ces stimuli, alors je suis dans un état d'insensibilité. Mon doigt est anesthésié. Il est anesthésié parce que je ne réagis plus aux stimuli neurologiques qui sont envoyés. Donc, ça n'a rien à voir avec du sommeil, ça n'a rien à voir avec de l'insensibilité, ça a tout à voir avec une augmentation de l'activité neurologique qui permet au cerveau de se contrôler lui-même et de choisir de ne plus réagir à certains stimuli neurologiques, que ce soit un stimuli qui vient de la sensation, mais si maintenant quelqu'un vient me voir, un patient vient me voir et me dit « Là, mon problème, c'est que je souffre de la phobie de cet animal-là. » Eh bien, au moment où ses yeux voient cet animal, automatiquement, il y a la réaction de phobie qui va être déclenchée. Et nous allons utiliser l'état hypnotique qui permettra de contrôler l'activité du cerveau limbique, de façon à ce que le cerveau limbique puisse ne plus réagir de manière complètement instinctive et réapprendre à voir cet animal tout en restant calme, en sécurité, serein. Donc pour pouvoir réussir à réapprendre à être en contact avec cette vision d'un animal dont la personne est phobique, il faut d'abord que le cerveau développe la capacité à se voir lui-même, à se contrôler lui-même. Et ça, c'est ce que permet l'état hypnotique. Donc, ça ouvre plein de possibilités. Parce qu'à partir du moment où l'on sait que dans l'état hypnotique, le cerveau devient capable de se contrôler lui-même, ça signifie quoi? Ça signifie que dans cet état, le cerveau est capable de réapprendre, en se contrôlant lui-même, à réagir différemment à certaines situations. Et tout cela est particulièrement utile dans tous les cas où des personnes souffrent d'angoisse, de peur, de phobie complètement incontrôlée. Tout simplement parce que la peur, l'angoisse, la phobie est une réaction émotionnelle et en utilisant l'état hypnotique, on donne la possibilité au cerveau de se contrôler lui-même pour réapprendre à être en contact avec ces éléments générateurs de peur et à rester calme, confiant, en sécurité. Ce que l'on a pu également observer à propos de cet état neurologique particulier, c'est que quand le cerveau est dans l'état hypnotique, et donc qu'il y a cette activité neurologique particulière, le cerveau est beaucoup plus créatif et capable de mémoriser, d'apprendre beaucoup plus vite.
il y a des expériences qui ont été faites, il y a des interviews qui ont été faites, et par exemple, on a très souvent interviewé des personnes particulièrement créatives, des écrivains, des artistes, des chimistes, des physiciens, des chercheurs, des mathématiciens, des personnes qui utilisent leur créativité pour trouver des solutions à des problèmes. Et lorsqu'on questionne ces grands créatifs et qu'on leur demande de décrire l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils ont comme ça des idées incroyables, eh bien tous décrivent un état hypnotique. D'ailleurs, il y a une anecdote tout à fait amusante que j'aime bien raconter, c'est l'anecdote de Salvador Dali, qui est probablement, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ses œuvres, un des artistes majeurs du XXe siècle. Et Salvador Dali avait une habitude. Vous savez probablement que Dali était espagnol et que, fidèle à sa culture espagnole, après avoir pris le repas du milieu de journée aux alentours des 14 heures, il faisait la sieste entre 15 heures et 16 heures. Et Salvador Dali s'était rendu compte que dans ces moments de sieste, il y avait plein d'idées, plein d'images, plein de possibilités qui traversaient son esprit. Il se découvrait particulièrement créatif. Et toutes ces bonnes idées, il arrivait à les conserver et à les utiliser pour son travail créatif de fin de journée, pour autant qu'il ne s'endorme pas. S'il s'endormait, il perdait toutes ces bonnes idées. Si maintenant on fait le parallèle avec la fréquence des ondes cérébrales, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand il faisait la sieste, la fréquence de ces ondes cérébrales était quelque part ici, entre l'éveil et le sommeil. Fréquences d'ondes cérébrales qui correspondent à l'état hypnotique. Et s'il réussissait à faire toute sa sieste en restant dans cette zone, donc sans descendre jusque dans le sommeil, alors il gardait la conscience de ses bonnes idées. Si malheureusement il se laissait comme aller à descendre jusque dans le sommeil, alors toutes ces bonnes idées qu'il avait eues à ce moment-là, il les perdait parce qu'il perdait la conscience. En s'endormant, il perdait la conscience. Ce qui confirme bien que l'état hypnotique est un état où on reste parfaitement conscient, capable d'utiliser, de contrôler tout ce que notre cerveau est capable de produire, en même temps que dans cet état-là, notre cerveau est capable de produire beaucoup plus d'idées créatives à la seconde. Et donc ça, c'est une des notions également particulièrement intéressante au niveau thérapeutique, c'est que l'état hypnotique est un état particulièrement créatif. Et que dans cet état particulièrement créatif, notre cerveau est comme une forme d'éponge et est capable d'apprendre beaucoup plus vite. C'est ce qui donne parfois l'illusion qu'une personne dans l'état hypnotique est une personne influençable parce qu'elle apprend beaucoup plus vite. Notion tout à fait subjective, parce que les études ont permis de le démontrer, une personne dans l'état hypnotique garde le contrôle, et si elle refuse d'obéir, elle a toujours le choix et la liberté de refuser d'obéir. Donc si on fait un résumé, l'état hypnotique, c'est d'abord une fréquence d'onde cérébrale particulière, et surtout c'est un état neurologique, c'est un ensemble d'activités neurologiques très particulières. Et ces activités neurologiques spécifiques permettent, au cerveau de se contrôler lui-même, ce qui est extrêmement important. 2, c'est un état où le cerveau est capable de créer, d'imaginer, d'inventer de nouvelles possibilités de façon extrêmement performante. Et 3, c'est un état d'apprentissage particulièrement puissant. Lorsqu'on regroupe ces 3 caractéristiques de l'état hypnotique, capacité à se contrôler, capacité à créer, capacité à apprendre, on se rend compte que ces 3 ressources, ces 3 capacités, sont les 3 capacités essentielles pour être capable de changer dans la vie. Si maintenant j'ai par exemple l'habitude de fumer, et que je veux me libérer de cette habitude de fumer, il faut que j'apprenne à me contrôler moi-même. Il faut que je me réinvente, parce que j'ai installé des automatismes dans mon quotidien. Et parce que j'ai installé des automatismes dans mon quotidien, si je veux me libérer de cette habitude, il faut que j'invente de nouveaux automatismes. Et surtout, il faut que j'apprenne
ces nouveaux automatismes. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains lorsque j'ai fini le repas. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains quand je bois un café. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains lorsque je marche dans la rue. Tous ces moments, tous ces contextes où automatiquement je sors une cigarette du paquet et je la porte à ma bouche, toutes ces situations, si je veux me libérer de cette habitude, il faut que je me contrôle, il faut que j'invente de nouvelles habitudes et il faut que j'apprenne de nouvelles habitudes. Eh bien, ce sont les 3 caractéristiques de l'état hypnotique. Se contrôler, créer, apprendre. Prenons un autre exemple. De plus en plus de personnes dans le monde moderne dans lequel nous vivons, qui va de plus en plus vite, souffrent d'anxiété, de dépression, de peur, de stress, voire de burn-out. En quoi l'état hypnotique peut être utile? Et surtout, en quoi les 3 caractéristiques de l'état hypnotique peuvent être utiles? D'abord, en apprenant à se contrôler soi-même, on va pouvoir apprendre à contrôler notre réaction aux stimuli stressants. Si je prends un exemple tout à fait concret, un des facteurs de stress fréquemment énumérés par les personnes qui viennent me voir, c'est le moment où je regarde la montre. Parce que nous avons plein de choses à faire, parce que le monde va de plus en plus vite, parce que le temps s'écoule de plus en plus vite. À chaque fois que je regarde la montre, tac, j'ai une montée de stress qui m'envahit. Dans l'état hypnotique, je peux permettre et utiliser les caractéristiques de l'état hypnotique pour apprendre à mon cerveau à se contrôler lui-même et à réagir d'une façon différente au moment où mes yeux regardent la montre. Mais pour pouvoir réagir d'une façon différente, au moment où mes yeux regardent ma montre, il faut plus que simplement la capacité de se contrôler. Il faut créer, inventer une nouvelle façon de vivre avec le temps. Et il faut apprendre cette nouvelle façon de vivre avec le temps qui s'écoule et toutes les tâches et toutes les responsabilités que nous avons à assumer. Et donc, pour pouvoir vivre ce monde dans lequel nous vivons, pour pouvoir apprendre à nous contrôler et à vivre dans ce monde qui nous sollicite de manière extrêmement intense, eh bien, l'état hypnotique et les caractéristiques de l'état hypnotique offrent des clés tout à fait utiles et concrètes. C'est la raison pour laquelle j'ai pu résumer sur ce document les différentes caractéristiques de l'état hypnotique que je viens d'énumérer pour vous. Avant que nous découvrions quels sont les domaines où l'hypnose est utile, même si j'ai déjà commencé à les explorer il y a quelques instants, il y a encore un élément que j'aimerais vous présenter au niveau des caractéristiques et au niveau des effets de l'état hypnotique sur l'être humain. Nous avons parlé de l'état neurologique, des variations, de la fréquence des ondes cérébrales, de la variation au niveau de l'activité neurologique. Il y a une autre variation qui se produit dans le corps lorsqu'une personne est dans l'état hypnotique. Cette autre variation, c'est la suivante. Votre système nerveux est composé de 3 ensembles. Et parmi les 3 ensembles qui composent votre système nerveux, il y a ce que l'on appelle le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, il a un rôle tout à fait particulier dans le corps. Le système nerveux parasympathique, il a d'abord pour mission de ralentir la fréquence du rythme cardiaque. Et donc, imaginons que j'ai vécu une journée particulièrement stressante, où j'avais des tâches urgentes à terminer le plus rapidement possible, et que durant toute la journée, ce stress a augmenté mon rythme cardiaque. Phénomène tout à fait naturel pour me permettre d'être plus performant. Eh bien, le simple fait de me rendre, en quelque sorte, d'entrer dans un état hypnotique durant quelques minutes, va favoriser un apaisement de ma fréquence cardiaque et un abaissement de la tension artérielle. Donc sans rien faire de plus, juste être capable, par de l'auto-hypnose, à entrer dans l'état hypnotique est suffisant pour ralentir la fréquence cardiaque et abaisser la tension artérielle. Autre conséquence de ce système nerveux parasympathique, autre rôle du système nerveux parasympathique, c'est de calmer l'organisme. C'est la raison pour laquelle une personne qui entre dans l'état hypnotique, même sans rien faire, juste entrer dans l'état hypnotique,
va lui permettre de se calmer, de se détendre, et ce n'est pas une illusion, c'est simplement lié au fait que parce qu'elle est entrée dans l'état hypnotique, son système nerveux parasympathique s'est mis en marche, s'est activé, et en s'activant, le système nerveux parasympathique a ralenti la fréquence de son rythme cardiaque, a abaissé sa tension artérielle et a calmé de manière très globale son organisme. Autre rôle, autre, on va dire, capacité du système nerveux parasympathique, c'est de faciliter la digestion et de stimuler l'appétit sexuel. Et ce n'est plus un secret pour personne, on sait bien que quand on est stressé, que le rythme de notre fréquence cardiaque est élevé, que notre tension artérielle est élevée, que nous sommes sous tension, stressés, dans l'urgence, notre appétit sexuel, notre libido est de plus en plus en berne. Alors que quand on est reposé, on est relâché, on est calme, on est tranquille, alors notre appétit sexuel redevient plus conséquent. Eh bien, le simple fait, si vous souffrez d'un manque de libido lié à une activité, un stress constant extrêmement important, le simple fait d'apprendre à entrer dans l'état hypnotique et à rester, tout simplement, à rester dans cet état hypnotique pendant 10 minutes, un quart d'heure, exactement comme Salvador Dali le faisait durant sa sieste, de rester simplement dans cet état hypnotique durant quelques instants, permettra à votre rythme cardiaque de se ralentir, permettra à votre tension artérielle de s'abaisser, permettra à votre organisme de se calmer, permettra à votre digestion d'être facilitée et éveillera à nouveau votre appétit sexuel, votre libido. Donc voilà, au niveau des caractéristiques de l'état hypnotique. Maintenant que nous avons fait le tour des caractéristiques de l'état hypnotique, de la façon dont l'état hypnotique fonctionne, eh bien, on peut se poser la question, quels sont ces domaines d'application? Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, si l'hypnose était la solution miracle à tous les maux du monde, ça se saurait. Et j'aimerais être parfaitement clair et franc avec vous, l'hypnose n'est pas la solution miracle à tous les maux. Ça peut être une solution efficace à certains maux bien identifiés. Des maux où les caractéristiques de l'état hypnotique ont un effet bénéfique, où le fait que le cerveau puisse se contrôler lui-même est utile, où le fait que le cerveau soit créatif est utile, où le fait que la capacité à apprendre rapidement soit utile. À partir du moment où ces trois caractéristiques sont bénéfiques au changement souhaité, alors on est dans une catégorie de problèmes, si on peut les appeler ainsi, où l'hypnose et l'état hypnotique peut être bénéfique. Donc, quels sont les domaines où l'hypnose est particulièrement efficace? Le premier domaine où l'hypnose est particulièrement efficace, ce sont toutes les situations où la personne est submergée émotionnellement. On a vu tout à l'heure, au niveau de la structure du cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, responsable des émotions, le cortex qui enveloppe tout cela. Et donc, il y a des moments où le cerveau limbique déclenche des émotions tellement intenses que la raison, le cortex, est impuissant à apaiser, à calmer ces émotions. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, comme d'ailleurs ça m'est déjà arrivé à moi-même, de vivre ces situations où raisonnablement on veut se calmer, ou raisonnablement on veut ne plus avoir peur, ou raisonnablement on veut surmonter une colère, ou raisonnablement on veut apaiser une tristesse. On est très déterminé raisonnablement à calmer cette émotion. Et en même temps qu'on est très déterminé émotionnellement à transformer cette émotion, on est comme face à une impasse parce que notre seule volonté raisonnable ne suffit pas à transformer cette émotion. Il nous manque une capacité à nous contrôler. Et c'est là que la particularité de l'état hypnotique est intéressante. Puisque l'état hypnotique est un état où il est possible de se contrôler, où le cerveau développe une capacité à se contrôler lui-même, alors l'état hypnotique devient particulièrement intéressant
dans ce type de situation-là. Un autre domaine où l'hypnose peut être particulièrement utile, c'est tous les domaines où l'on désire changer des habitudes, changer des automatismes. Tout à l'heure, j'évoquais l'habitude de fumer. Naturellement, il y a plein d'autres habitudes, plein d'autres automatismes que l'on peut réaliser et qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Il y a parfois même des automatismes de pensée, des automatismes de réaction. À chaque fois qu'on me dit ça, pouf, je réagis comme ça. Ou à chaque fois que je pense à ça, clac, j'ai automatiquement cette réaction-là. Ce sont des automatismes qui sont profondément inscrits dans mon cerveau. Et lorsque ces automatismes ont des conséquences néfastes sur moi, j'aimerais pouvoir les changer. Et combien de fois je rencontre des personnes à mon cabinet qui me disent « mais je sais bien que je ne devrais plus faire ça » ou « je sais bien que je ne devrais plus réagir comme ça » ou « je sais bien que je ne devrais plus penser comme ça ». Raisonnablement, elles savent qu'elles devraient changer leurs habitudes, elles savent qu'elles devraient changer leurs automatismes, leur façon de penser, leur façon de voir le monde, leur façon de se voir eux-mêmes. Et malgré le fait que raisonnablement, consciemment, ils savent bien qu'ils devraient changer cela, eh bien, ils sont comme coincés par ces automatismes, comme s'ils n'avaient pas la capacité, par leur seule volonté, de se réinventer et d'apprendre, d'intégrer la possibilité de fonctionner autrement. Eh bien, dans ces situations-là, vous imaginez bien que les 3 caractéristiques de l'état hypnotique que j'ai énumérées tout à l'heure sont particulièrement utiles. Si mon cerveau développe la capacité à se contrôler lui-même pour créer de nouvelles façons de réagir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de se comporter. Et qu'en plus, grâce à l'état hypnotique, il peut apprendre, intégrer, mémoriser cela jusqu'au cœur de ses synapses le plus profondément possible, rapidement, alors l'état hypnotique va être intéressant. Donc, il y a toutes les situations où les personnes sont submergées d'émotions qu'elles n'arrivent pas à calmer, contrôler, gérer par leur seule volonté. Il y a toutes les situations où les personnes ont des automatismes de comportement, des automatismes de pensée, des automatismes de réaction qu'elles n'arrivent pas à corriger. Ça, c'est la deuxième situation où l'hypnose peut être efficace. Il y a également tous les symptômes physiques répétitifs. Donc, quand je parle des symptômes physiques répétitifs, ce sont des symptômes physiques qui reviennent et pour lesquels la médecine n'a malheureusement pas de solution pratique à longue durée. Si je prends un exemple assez simple, il m'arrive très souvent de rencontrer des personnes qui viennent me voir à mon cabinet pour ce que la médecine appelle des symptômes psychosomatiques. La personne vit un quotidien particulier, assez souvent avec beaucoup de stress, et ce stress vécu dans son quotidien se matérialise sous forme de symptômes physiques. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs chroniques au niveau du ventre, ça peut être des maux dans les articulations, des maux de dos, ça peut parfois être des brûlures d'estomac, tout un ensemble de symptômes qui reviennent de manière chronique, où il n'y a pas de cause physiologique particulière. Lorsque les personnes font des analyses au niveau médical, il n'y a aucun dysfonctionnement particulier dans leur corps fonctionne parfaitement bien, sauf qu'elles souffrent de manière répétitive de symptômes qui reviennent de façon chronique. Et donc dans ces situations-là, du fait de la capacité du cerveau à se contrôler lui-même, on peut avoir la possibilité de changer cela et de permettre au corps de se guérir en quelque sorte. Moi j'insiste toujours, moi je ne guéris rien, je ne change rien. J'aide simplement la personne à entrer dans un état qu'est l'état hypnotique, et alors qu'elle est dans l'état hypnotique, alors son corps et son cerveau peuvent avoir accès à des ressources qui lui sont très bénéfiques pour pouvoir se transformer, changer et guérir. Le dernier grand domaine, on va dire symptomatique, où l'hypnose est particulièrement efficace, ce sont tous les symptômes de douleurs chroniques. Arthrose, fibromyalgie, ce qui veut dire qu'on ne va pas nécessairement guérir la fibromyalgie avec l'hypnose, qu'on se comprenne bien.
l'hypnose et l'état hypnotique va permettre à la personne de pouvoir être capable d'apprendre à gérer ses douleurs. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'état hypnotique, il est possible de diminuer notre niveau de réceptivité neurologique, de modifier la façon dont notre cerveau réagit aux stimuli neurologiques qui viennent du corps, et donc de diminuer l'intensité de la douleur. Vous avez peut-être entendu parler de ces expériences qui ont été faites avec des grands brûlés, où une catégorie de brûlés, de grands brûlés, était traitée de manière tout à fait normale, sans hypnose, et des personnes qui souffrent de grandes brûlures, qui étaient traitées, accompagnées avec les traitements traditionnels et en plus avec l'hypnose. Et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient traitées de façon traditionnelle et en plus avec l'hypnose guérissaient plus vite, la peau cicatrisait plus vite, les personnes étaient moins anxieuses et elles sortaient plus vite de l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire que l'hypnose régénérait les tissus, ce qui veut simplement dire que quand on souffre moins, quand les douleurs sont moins envahissantes, que la personne est plus calme, alors le corps est capable de se régénérer beaucoup plus vite. Et puis un dernier domaine où l'hypnose est très fréquemment utilisée, qui n'a rien à voir avec des problèmes, mais davantage par rapport à des ressources, c'est les domaines où on retrouve ce qu'on peut appeler très globalement l'état d'excellence. Dans le sport de haut niveau, l'hypnose est très souvent utilisée pour permettre aux sportifs de gérer leur mental, de gérer leurs émotions, de mettre en place des automatismes mentaux, psychologiques, pour pouvoir être plus performants. Dans le domaine des arts, en musique, dans le théâtre, dans la créativité, on retrouve très souvent des techniques hypnotiques qui sont utilisées pour la simple et bonne raison que, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque le cerveau est dans l'état hypnotique, il est particulièrement créatif. Et parce qu'il est particulièrement créatif, eh bien, une personne qui a besoin de créativité aura tout avantage à savoir utiliser, mettre à son service l'état hypnotique. Donc voilà les différents domaines où il est particulièrement intéressant de connaître et de bénéficier des bienfaits de l'hypnose. Si à travers toutes ces explications, vous êtes en train de vous dire « Ah, peut-être que pour moi, ça pourrait être intéressant de faire appel à un hypnothérapeute » et que vous commencez à chercher à savoir qui dans votre région pourrait être consulté, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points qui me semblent très concrets, très simples, pour simplement vérifier que l'hypnothérapeute que vous consultez est quelqu'un de sérieux et que cette personne pourra vraiment vous aider. Donc, c'est ce que j'ai résumé sur ce document, comment choisir un hypnothérapeute. Et il y a déjà un point très simple à garder à l'esprit. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette petite voix, à cet instinct que vous avez à l'intérieur. Et si lorsque vous appelez la personne et que lorsque vous entendez cette personne vous répondre, le son de sa voix, la manière dont elle parle, vous ne vous sentez pas à l'aise, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Le travail hypnotique est un travail empreint d'émotion, de sensibilité, de délicatesse, et il est absolument essentiel que la rencontre entre l'hypnothérapeute et son client, son patient, puisse se faire d'une façon qui soit harmonieuse, respectueuse, confortable, sécurisante. Si déjà, avant de me rendre chez la personne que j'ai choisie, je suis dans une totale insécurité parce que au téléphone, il y a quelque chose vraiment que je n'ai pas senti, est-ce que cette rencontre pourra se faire? Je ne pense que non. Donc il me semble vraiment important de pouvoir d'abord vous faire confiance et de faire confiance à cet instinct que vous pouvez avoir. Même quand vous vous rencontrez pour la première fois, quand vous rencontrez cette personne pour la première fois, écoutez, respectez ce que vous pouvez ressentir instinctivement à l'intérieur. Le deuxième point très concret, c'est est-ce que l'hypnothérapeute prend le temps de parler avec vous? Est-ce qu'il prend le temps de s'intéresser à vous? Est-ce qu'il prend le temps de vous questionner pour savoir comment vous vivez la difficulté, la problématique pour laquelle il vient vous le consulter? Est-ce qu'il s'intéresse aussi à vos ressources, à vos capacités, à vos réussites? Est-ce qu'il prend vraiment
le temps de vous accueillir, de vous écouter et de vous rencontrer. Si vous rencontrez un hypnothérapeute qui, au bout de 5 minutes, vous dit « Bon, ben, nous allons commencer la séance d'hypnose », si moi j'étais à votre place, je partirais en courant. Je le ferai peut-être pas sur l'instant, je ferai la personne polie, je fais la séance jusqu'au bout, mais honnêtement, je ne pense pas, en tout cas moi je suis incapable de commencer à faire un travail hypnotique si je n'ai pas pris le temps de rencontrer la personne. Dans ma pratique, je consacre 1h30 pour une séance. J'ai besoin d'1h30 pour une séance. Parce que durant cette heure et demie, eh bien, d'abord je prends le temps d'accueillir la personne. Je prends le temps de l'écouter, je prends le temps de m'intéresser à elle, je prends le temps de découvrir qui elle est vraiment. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai vraiment pu rencontrer la personne que ce lien s'est tissé, qu'une rencontre s'est faite. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'un vrai travail hypnotique bénéfique pourra commencer à se faire pour la personne. Donc ça, c'est un des premiers points qu'il est important de garder à l'esprit. Est-ce que l'hypnothérapeute que vous rencontrez prend le temps de vous écouter, de vous poser des questions? Deuxième point qui doit sonner la sonnette d'alarme chez vous, c'est est-ce qu'il vous oblige à quoi que ce soit? Est-ce qu'il vous dit maintenant fermez les yeux? Est-ce qu'il vous dit maintenant couchez-vous? Est-ce qu'il vous oblige à quoi que ce soit? S'il vous oblige à quoi que ce soit, 1. Donnez-vous le droit de refuser. Et 2. Je ne continuerai pas à consulter cet hypnothérapeute. L'hypnose moderne, l'hypnose ericksonienne, est une hypnose où on sait très bien qu'il est possible de faire un excellent travail hypnotique sans obliger la personne à quoi que ce soit. Si la personne commence à vous parler en vous disant « votre corps devient lourd, de plus en plus lourd », tout ce qu'on peut voir dans les exemples de cabaret et autres, ce n'est pas un hypnothérapeute. C'est un hypnotiseur qui fait peut-être du spectacle, qui essaye d'utiliser les outils du spectacle pour faire de la thérapie, et en même temps, toutes les recherches dans le domaine de l'hypnothérapie depuis une trentaine d'années ont démontré que ces approches-là n'ont que très peu d'efficacité. Et donc, si vous vous sentez obligé à quoi que ce soit, à fermer les yeux, à l'écouter, à rester assis ou à vous coucher ou peu importe, faites attention. Autre point auquel vous pouvez simplement faire attention, c'est est-ce que votre hypnothérapeute, ou en tout cas la personne que vous avez contactée, vous demande de vous engager sur plusieurs séances. Personnellement, si j'ai au téléphone quelqu'un qui me dit « vous devez vous engager à venir au moins 6 fois, et si vous ne vous engagez pas à venir au moins 6 fois, ça ne va pas », ne prenez pas rendez-vous. L'hypnothérapie, comme n'importe quelle forme d'hypnose, comme n'importe quelle forme de thérapie, est quelque chose qui se crée dans l'instant. Il faut d'abord qu'une alchimie se fasse, qu'une rencontre se fasse, qu'il y ait la nécessité de se voir une deuxième fois ou une troisième fois. Et donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande de vous engager immédiatement sur plusieurs séances, avant même que vous ayez fait au moins une séance, évitez. Et même si après la première séance, il vous demande de vous engager, moi, personnellement, je refuserai. Autre chose très simple à vérifier, c'est est-ce que l'hypnothérapeute que vous consultez sort une feuille et vous lit un script écrit déjà à l'avance pour vous guider dans votre travail hypnotique? Si l'hypnothérapeute que vous consultez sort une feuille écrite et vous lit ce qui est écrit sur la feuille pour vous accompagner, vous guider dans une séance d'hypnose, je partirai. Le propre d'un bon travail hypnotique, c'est que ce soit un travail sur mesure. Chaque personne est unique. Et c'est quelque chose auquel je tiens profondément. Chaque personne est un être unique et à part entière. Et en aucun cas, on ne peut sortir une feuille déjà écrite qui devrait convenir à tout le monde. Chaque séance, chaque travail hypnotique doit être spécifique et sur mesure pour la personne qu'on a en face de soi. Autre critère auquel je ferai extrêmement attention, c'est l'hypnothérapeute qui vous dit « Ah, moi je guéris ceci » ou « Moi je vous garantis ce résultat-là ». Honnêtement, personne ne peut vous garantir quoi que ce soit. J'ai profondément confiance
Cela fait maintenant plus de 10 ans que je pratique chaque jour l'hypnothérapie. Ça fait plus de 10 ans que je reçois des clients. Et je sais, avec l'expérience que j'ai, que l'hypnose est une thérapie qui marche. J'ai profondément confiance dans l'efficacité de l'hypnose ericksonienne et dans l'hypnothérapie que j'enseigne. Et en même temps que j'ai profondément confiance dans son efficacité, en aucun cas je peux garantir un quelconque résultat. Parce que je sais que la magie du changement tient quelque chose de beaucoup plus complexe que juste ma conviction. Je crois que les choses peuvent changer. J'ai même eu des expériences où je fus moi-même surpris du changement qui a été produit par le travail hypnotique. Je n'imaginais même pas possible ce changement-là. Et pourtant, il s'est manifesté chez la personne. Donc, même moi, je peux être surpris de l'efficacité de l'hypnose. Et en même temps que je suis surpris, en aucun cas, je ne veux croire et être convaincu de quoi que ce soit. Le miracle du changement, le miracle de la transformation, le miracle de la guérison est quelque chose qui s'inscrit profondément à l'intérieur de l'être humain. Et même si je peux favoriser ce mouvement, même si je peux faciliter ce changement à l'intérieur de la personne qui vient me consulter, en aucun cas je contrôle cela. Je ne suis qu'un vecteur, qu'une personne qui favorise ce changement. Mais je ne peux pas le maîtriser, je ne peux pas le contrôler. La vie est beaucoup plus magique que cela. Et donc, pour moi, un hypnothérapeute qui vous promet un changement est un hypnothérapeute qui n'a pas encore accepté ses limites et qui a encore besoin de construire ou de cultiver l'illusion qu'il est capable de sauver le monde. Et personnellement, je l'éviterai. Et puis le dernier point que je vous invite à valider ou à vérifier, c'est est-ce que si vous lui posez des questions sur comment il travaille, si vous lui demandez, mais comment vous allez travailler avec moi, quelles sont les techniques que vous allez utiliser, à quoi je dois m'attendre durant cette séance d'hypnose, s'il refuse de vous répondre, alors refusez d'entrer en état hypnotique. Moi, j'explique très souvent aux personnes, avant de commencer la séance d'hypnose, voilà ce que je vais faire. Je vais vous parler de cette façon-là, vous pourrez entendre ceci, et puis à un moment donné, je vous inviterai, si vous le voulez, à soulever une main, et vous soulèverez votre main que si vous désirez soulever votre main, etc. Donc, je vais expliquer ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de garder secret ce que je sais. Je n'ai pas besoin de garder secret la manière dont je vais travailler. Et c'est même, je dirais, un gage d'efficacité du traitement. Si la personne est rassurée, sécurisée, alors elle va collaborer avec moi d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Et cette sérénité, cette confiance, c'est l'ingrédient ou un des ingrédients essentiels dont j'ai besoin pour pouvoir aider cette personne. Et donc c'est vraiment un élément qui me semble important. Il doit être en mesure, ou elle, puisqu'il y a naturellement des femmes qui pratiquent l'hypnothérapie, elle doit être capable de vous expliquer comment fonctionne l'hypnose, de vous expliquer comment elle travaille, de répondre à toutes les questions que vous pouvez lui poser. Je pense vraiment que si vous évaluez ces différents critères que je viens d'énumérer, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la feuille « Comment choisir un hypnothérapeute », document que vous pouvez toujours télécharger à partir des liens que j'ai mis à votre disposition, si vous vérifiez ces différents points et que pour chacun des points, c'est validé, alors je pense que la personne que vous avez consultée peut vous convenir et en même temps, eh bien, souvenez-vous qu'il y a une petite voix à l'intérieur et vous pouvez faire confiance à cette petite voix qui est à l'intérieur de vous. Nous arrivons tout tranquillement au terme de cette conférence, de cette première conférence pour moi à travers Internet. Je voulais encore terminer par comment est-ce qu'on apprend à devenir hypnothérapeute, parce que peut-être que vous avez assisté à cette conférence en vous posant vous-même la question, mais si je voulais apprendre à pratiquer l'hypnose pour moi-même, si j'avais envie de pratiquer l'hypnose avec d'autres personnes, parce que je crois vraiment que toute forme d'hypnose est d'abord auto-hypnose. Et donc, lorsque j'apprends à guider une personne dans un état hypnotique, lorsque j'apprends l'hypnothérapie, j'apprends à le faire avec d'autres personnes, et en même temps que j'apprends à le faire avec d'autres personnes, j'apprends à le faire sur moi-même indirectement.
Ce qui me semble d'abord important de garder à l'esprit et de bien préciser, c'est que l'hypnose, tout particulièrement l'hypnose ericksonienne, l'hypnothérapie, est un art de la communication. L'outil, mon outil premier pour aider les personnes qui viennent me voir, c'est la communication. C'est ma manière de communiquer avec eux. C'est les mots que j'utilise, mais les mots ne sont qu'une petite partie de cet art de la communication. Ce sont les silences, ce sont les variations du ton de ma voix, ce sont les regards, ce sont les gestes. Il y a tellement de choses qui entrent dans l'ensemble de ce qu'on appelle la communication. Et je pense, je dirais même plus, je crois profondément que l'hypnose, l'art de l'hypnose, est un art subtil de la communication. Et être capable de développer ses capacités de communicateur, d'approfondir, d'améliorer, d'enrichir ses capacités de communication, à communiquer avec les autres, eh bien c'est enrichir sa vie. Et cela fait maintenant presque 6 ans que je donne une formation, je forme des hypnothérapeutes. Grâce à eux, j'ai appris plein de choses passionnantes. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris grâce à eux, c'est que apprendre à faire de l'hypnose, apprendre l'hypnose ericksonienne, même si on ne devient pas hypnothérapeute à la fin, c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus authentique, de plus intime à l'intérieur de soi. Et je suis toujours heureux et émerveillé de découvrir, d'observer les personnes que je forme se transformer au fil de la formation, comme s'ils se révélaient à eux-mêmes, comme s'ils se découvraient, comme s'ils apprenaient à être profondément eux-mêmes. Et je pense que l'art de la communication est un art de l'authenticité avec soi et avec l'autre. Ceci étant dit, il y a un prérequis important pour pouvoir apprendre à faire de l'hypnose, apprendre l'hypnothérapie. Ce prérequis, c'est d'aimer les gens, d'être curieux, de découvrir qui ils sont vraiment, d'avoir envie d'être animé du désir de les aider, pas de devoir les sauver, juste d'avoir envie d'apporter votre contribution, votre pierre à l'édifice. Et je crois vraiment que toute personne qui est profondément animée de cet amour de l'autre, qui est profondément animée par le désir de rencontrer vraiment, authentiquement, un être humain dans toute sa diversité, dans toute son unicité, dans toute sa variété, avec l'envie de le respecter profondément, de respecter qui il est, de respecter comment il fonctionne, et de l'aider à faire ce pas comme un seuil qu'il franchit pour pouvoir vivre le changement qu'il souhaite vivre. Ça, c'est le prérequis indispensable. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit au niveau de la psychologie. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit au niveau de la physiologie du corps humain. Je crois que l'art de l'hypnose, l'art de l'hypnothérapie est un art qui repose sur la rencontre de deux êtres humains. Et pour que ces deux êtres humains se rencontrent, eh bien il faut qu'un des deux, l'hypnothérapeute, soit animé de cet amour de l'autre, de ce désir de rencontrer l'autre et de ce souhait de pouvoir lui donner le petit coup de pouce, l'aide qui lui permettra d'aller plus loin. En se souvenant que le simple fait de l'accompagner dans un état hypnotique, eh bien, permettra à la personne qui l'accompagne dans cet état hypnotique de stimuler des ressources dans son cerveau, et que le simple fait de stimuler ces ressources peuvent déjà être bénéfiques pour la personne sans que l'hypnothérapeute ait à faire quoi que ce soit de plus que d'être suffisamment respectueux, suffisamment sécurisant, suffisamment accueillant pour donner envie à la personne qui est en face de lui, à son client, à son patient, d'aller expérimenter l'état hypnotique. Ces prérequis étant définis, eh bien, après, c'est un apprentissage comme les autres. Ayant un passé passablement musical, j'envisageais quand j'étais adolescent de devenir musicien, je jouais beaucoup de saxophone. Eh bien, la musique joue un rôle extrêmement important dans ma vie. J'ai appris à jouer du saxophone, j'ai appris par la suite à jouer de la guitare en autodidacte. Donc, je sais ce que c'est que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique et
pour moi, il y a beaucoup de parallèles, de similitudes entre l'apprentissage d'un instrument de musique et l'apprentissage de l'hypnose. Pour apprendre à jouer d'un instrument de musique, eh bien, il faut déjà quelques notions théoriques sur ce que c'est que la musique. Je ne parle pas spécifiquement du solfège, mais savoir simplement que quand on joue de la musique, il y a des rythmes. Quand on joue de la musique, il y a des mélodies. Et puis, il faut savoir quelle est la technique spécifique à l'instrument qu'on joue. Si je joue du saxophone, je dois savoir comment utiliser mes doigts pour former un son particulier. Si je joue de la guitare, je dois savoir comment poser mes doigts sur les cordes et sur le manche pour produire un son, une note, une mélodie particulière. Et ça, ce sont des connaissances théoriques indispensables pour pouvoir commencer à apprendre à jouer de cet instrument. Et naturellement, en hypnose, comme dans n'importe quel autre savoir, il y a des connaissances théoriques à apprendre et je les enseigne durant ma formation. Et puis une fois qu'on a ces connaissances théoriques, eh bien comme quand on apprend à jouer d'un instrument, il y a des moments où le moniteur, l'enseignant, va nous montrer comment faire. Très souvent, on a pu déjà entendre d'autres musiciens jouer. Donc on va s'inspirer, on va recopier, on va utiliser un modèle. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit jouer exactement pareil, mais on va apprendre par l'exemple. Exactement comme on a appris à parler par l'exemple, comme on a appris à marcher par l'exemple. Et donc, il me semble intéressant de découvrir et d'apprendre l'art de la communication hypnotique à travers l'exemple, en essayant simplement de reproduire cet exemple. Moi, j'ai un souvenir très très fort, et c'est d'ailleurs, je crois, l'histoire avec laquelle je terminerai tout à l'heure et qui résume bien cette idée-là. Une fois que la personne possède ses connaissances et qu'elle commence à pratiquer, eh bien, il y a un troisième élément qui me semble extrêmement important pour bien utiliser l'hypnose. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les caractéristiques pour choisir un hypnothérapeute, c'est de savoir questionner. L'hypnose n'est pas une finalité en soi. L'hypnose est un outil. Et il m'arrive parfois de recevoir un client, un patient, de l'accompagner sans jamais utiliser l'hypnose. Donc l'hypnose et l'état hypnotique n'est pas une finalité. C'est un outil au service d'un changement souhaité par la personne. Et lorsque quelqu'un vient me consulter, la première chose qui est importante, c'est de rencontrer la personne qui vient me voir, de comprendre quelle est la raison pour laquelle elle vient me voir, et de comprendre quel est le changement qu'elle souhaite vivre dans sa vie. Et c'est seulement en ayant pris soin de découvrir tout cela que je pourrais commencer à me poser la question comment utiliser l'outil hypnotique, comment utiliser les particularités de l'état hypnotique de façon à pouvoir aider cette personne à réaliser le changement pour lequel elle vient me voir. L'important n'est pas que je fasse étalage de mes compétences d'hypnothérapeute. Je peux maîtriser tous les outils que je veux, et en même temps, la seule chose qui compte, qui soit vraiment important, c'est de pouvoir accueillir la personne, de pouvoir comprendre comment elle fonctionne, et surtout de comprendre quel changement elle souhaite. Et parfois, le simple fait de parler, de questionner, d'amener la personne à envisager les choses sous différents angles, peut être suffisant pour lui permettre de faire ce pas et de vivre ce changement. Et parfois, souvent d'ailleurs, eh bien, je vais utiliser l'outil hypnotique pour stimuler cette forme d'activité particulière dans son cerveau de façon à ce qu'elle puisse vivre le changement, qu'elle puisse créer, intégrer, contrôler tout ce qu'elle a besoin de contrôler, créer, apprendre pour que le changement puisse se réaliser en elle. Donc voilà comment et quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles on passe pour pouvoir apprendre l'état hypnotique et l'hypnothérapie. Si vous avez téléchargé le document que j'ai mis à votre disposition, eh bien j'ai simplement mis comme 2 dernières pages les différentes formations que je propose, ainsi que mes coordonnées. Comme je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité et que ce n'est vraiment pas mon genre de commencer à vous parler pendant 10 minutes de toutes les formations que je propose, etc.,
Je vais simplement vous dire que tout se trouve sur le site internet www.ihthypnose.com www.ihthypnose, donc ihthypnose.com, un an seulement. Il me reste encore simplement à vous dire merci. Merci d'avoir été là. Je consulte le nombre de personnes qui est encore présent derrière ma caméra et j'observe que vous êtes encore plus de 100 à être présents avec moi maintenant. J'ai, comme à mon habitude, un peu débordé et ça fait maintenant 1h30 que je vous parle. Donc j'ai vraiment eu un plaisir tout à fait unique, nouveau, particulier à partager cette 1h30 avec vous. Je sens que je vais renouveler l'expérience et j'aurai l'occasion de parler de l'hypnose sous d'autres aspects par le futur ou dans le futur. Et puis pour terminer cette conférence, comme j'aime bien terminer mes formations, je vais vous raconter une anecdote, une histoire qui illustre la manière dont on peut apprendre l'hypnose. C'est le souvenir d'un reportage que je regardais à la télévision sur l'histoire du blues. Cette musique qui est née dans le sud profond des États-Unis, le blues qui est à l'origine du rock, du jazz, du hip-hop, de la soul, de toute la musique moderne qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, la racine de toutes ces musiques, c'est le blues. Et puis ce reportage relatait l'histoire du blues, comment le blues est né, en venant naturellement de l'Afrique, des rythmes africains par les esclaves noirs qui étaient emmenés de l'Afrique jusqu'en Amérique. Et puis, à un moment donné, dans ce reportage, on voit un vieux monsieur. C'est difficile de lui donner un âge. Est-ce qu'il a 50, 60, 70 ans? Je ne sais pas. On voit simplement qu'il a bien vécu. Et on comprend très vite que cet homme qui a bien vécu est guitariste. Et il a à côté de lui un petit garçon, même pas 10 ans, qui a sur ses genoux la guitare du vieux monsieur. Donc une guitare, vous l'imaginez bien, trop grande pour ce jeune garçon. Et ce vieux monsieur enseigne la guitare, enseigne le blues à ce jeune garçon. Et d'abord, le guitariste, le vieux monsieur, dit au jeune garçon « Prends ton 3e doigt et tu vas le poser sur la 3e corde et la 5e case. » Alors on voit le jeune garçon compter ses doigts, poser son doigt sur la 5e case, après avoir compté le nombre de cordes, en commençant bien évidemment par le bas, et puis il pose son 3e doigt sur la 3e corde et la 5e case. Et une fois que le doigt est bien positionné, le vieux guitariste lui dit maintenant « gratte la corde et écoute ». Et puis il gratte la corde, le jeune garçon, et puis un son sort de la guitare. L'enfant enlève sa main du manche, le guitariste, le vieux monsieur, lui dit « Maintenant, tu vas refaire la même chose, tu prends ton 3e doigt et tu vas le poser sur la 5e case et la 3e corde. » Et comme là, c'est la 2e fois qu'il fait l'expérience, le petit garçon va beaucoup plus vite. Il sait déjà quel est son 3e doigt, il sait déjà quelle est la 3e corde et il sait déjà où se trouve la 5e case sur le manche de la guitare. Et très vite, l'enfant gratte cette corde qui produit le même type de son que lors de la première expérience. Et à ce moment-là, le vieux monsieur, le vieux bluesman lui dit « Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas placer ton 3e doigt sur la 3e corde et la 5e case. Tu vas fermer les yeux et sentir le son de la guitare. » Eh bien pour moi, dans cette petite anecdote, se trouve l'essence de ce que je cherche à transmettre quand j'enseigne l'hypnose. Il y a de la technique, il y a des connaissances théoriques à savoir, il est important de savoir comment placer ses bons doigts aux bons endroits sur le manche de la guitare, et en même temps, il y a dans cet art quelque chose de bien plus que simplement de la technique. L'art de vibrer, l'art de rencontrer, l'art d'aller à la rencontre de la personne qui vient nous voir pour faire ce bout de chemin qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Je vous remercie de cette 1h30, presque 1h40 que vous avez partagé avec moi. Je vous souhaite, si vous faites partie des personnes qui vivez dans l'hémisphère nord et dans la même région que moi, une très bonne nuit. Si vous vous trouvez dans une autre région du globe, qu'il est le milieu de la nuit ou même le milieu de la journée, je vous souhaite une bonne continuité.
Je vous tiendrai au courant pour vous dire si l'enregistrement a bien fonctionné et qu'il est possible de revisionner cette conférence. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt et je vous remercie d'avoir été si nombreux jusqu'à présent. Au revoir, merci.